Retour donc sur le plateau du Grand Direct et donc 6 ans jour pour jour après l'élimination d'un des terroristes les plus recherchés pendant les 20 ou 30 dernières années, le chef militaire du Hezbollah, Imad Mournier. Eh bien, on va essayer de rentrer un petit peu dans les arcanes de ce mouvement terroriste avec deux spécialistes. Raphaël Jérusalemi, ancien officier dans le renseignement militaire pour Tsahal. Bonsoir, merci d'être là. Et Jacques Neria, spécialiste du Proche-Orient. Bonsoir. Bonsoir. Jacques. Alors, d'abord, on va revenir sur cette soirée, parce que ça s'est passé donc un soir, et quasiment à l'heure où on parle, c'est quasiment à ce moment-là, à Damas, donc en Syrie. Comment est mort Imad Mournier? Est-ce qu'on sait aujourd'hui comment s'est passée l'opération? Après, on verra qui l'a fait. C'est très simple. Il est sorti d'une surprise partie qui avait été organisée par l'ambassade iranienne. Et comme d'habitude, il a pris son véhicule, il a ouvert la porte, il s'est assis. Et à partir du moment où il a même déclenché le moteur, et puis à partir de ce moment-là, c'était le signal qu'il fallait pour faire exploser l'appui-tête qui était derrière lui. Donc c'était un explosif qui visait à lui couper la tête. Et de cette façon-là, c'est ce qui a été aussi compris par Hezbollah, que ça a été interprété comme naturellement un acte perpétré par des Israéliens. Et je dirais, dans cette dimension-là, la panique qui a pris Hezbollah a été de taille. Ils avaient compris que quelqu'un avait pénétré le cercle le plus intime de Hezbollah pour pouvoir lui donner de telles informations, de telles précisions à propos de cet architerroriste qui ne dormait jamais 2 soirs dans la même maison, qui changeait presque chaque jour de voiture, dont les habitudes étaient impossibles à tracer. Donc, étudier la routine, savoir ce qu'il faisait, préparer sa voiture, lui introduire dans la voiture un explosif de cette taille-là et le faire naturellement exploser avec lui dedans, c'est un exploit. Bon, alors, Raphaël Jérusalemi, sur les circonstances de sa mort, de son élimination? Écoutez, de toute façon, il ne faut pas oublier qu'il était la cible de plusieurs pays, dont les Américains, après les attentats commis par ses sbires à Beyrouth contre les Marines et le kidnapping de William Buckley, le chef de la CIA locale. Il était extrêmement recherché par les Français, parce qu'il avait aussi tué des soldats français, kidnappé un journaliste français. Il était recherché à peu près par le monde entier, même Interpol. Et donc, les Israéliens aussi, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier... à Damas, peut-être? Peut-être, mais il ne faut pas oublier... d'Hassan Salamé, de Septembre Noir, c'était à Damas aussi? C'était à Beyrouth. Mais il était, non, mais je voulais juste préciser, il ne faut pas oublier les ennemis internes. Il y a, on le voit aujourd'hui en Syrie, mais c'était à l'époque pour Mournier aussi. Il avait beaucoup d'ennemis à l'intérieur de son propre mouvement. Donc on ne peut jamais non plus mettre de côté cette possibilité-là que tout simplement un rival à l'intérieur même du djihad islamique ou du Hamas ait voulu lui régler son compte. Bon, alors c'est pas vous qui allez me dire peut-être si c'est le Mossad ou pas, mais en tout cas, tout à l'heure, Roger qui est un ancien otage donc, au Liban, qui a donc été aux mains de Mournier, qui a travaillé aussi avec les services de secret sur plusieurs enquêtes, et notamment celle de Ron Arad, on y viendra, mais disait lui que le Mossad avait cherché, dans les années précédentes, donc son élimination, à recouper l'information d'un numéro de téléphone qui pouvait être le sien. Est-ce que ça vous semble plausible que le Mossad ait pu aller vérifier chez Roger que le numéro de mobile je ne comprends pas. Je ne pourrais pas vous dire si oui ou non, mais ça me semble un tout petit peu trop blatant que le Mossad ait besoin de M. Roger pour savoir d'un téléphone. Si on arrive à ce stade-là, nous sommes dans de beaux draps. Ouais. Si c'est quelqu'un de très secret, effectivement, vous disiez, il téléphonait jamais. Je crois qu'il faut faire très attention aux clichés. Même les Américains, la CIA et d'autres ont prétendu que c'était un acte israélien parce que la voiture piégée, c'est une des signatures du Mossad. C'est un petit peu comme dire que si l'attentat avait été commis à la bicyclette, ça a été fait par les Suisses. Donc c'est ridicule. La voiture piégée, c'est tout le monde qui s'en sert. Maintenant, il faut voir quel était l'intérêt du Mossad. Parce qu'il y a beaucoup de cibles possibles. Alors pourquoi Mournier? Quelles sont les cibles qui sont vraiment valables? C'est soit quelqu'un qui
et un commandant très centralisateur, c'est-à-dire il centralise le pouvoir au sein du mouvement. Donc, effectivement, si on le descend, c'est un problème, parce qu'il n'a pas délégué. Soit il a des aptitudes et des connaissances, des expertises, dirons-nous, dans plusieurs domaines, ce qui est le cas aussi de Mournier. Parce que la liste est longue de ces... Oui, soit il a aussi du charisme, ce qui est donc une frappe psychologique, et enfin, soit il a des contacts privilégiés. Dans le cas de Mournier, c'était des contacts privilégiés avec l'Iran et la Syrie, donc où il traitait directement avec les dirigeants. Donc Mournier, si vous voulez, avait tous ses atouts pour lui en un seul homme, ce qui fait de lui une véritable cible pour le Mossad, mais aussi pour la CIA. Alors qu'aujourd'hui, si vous regardez les rebelles de l'opposition syrienne, vous aurez très peu de Mournier, c'est-à-dire vous aurez très peu de chefs de mouvement ou de groupements qui valent la peine d'être éliminés, parce qu'ils n'ont ni le charisme, ni le pouvoir central, ni les contacts directs avec Téhéran. Donc c'est peut-être moins intéressant. Là, c'était un bonus, mais qui pouvait intéresser tout aussi bien les Américains, les Français, que Israël. Rappelez-vous, Mournier, c'est l'architecte de la deuxième guerre du Liban. C'est lui qui a creusé les labyrinthes dans le sud-Liban, qui a fortifié les positions de Hezbollah, qui a mené la guerre contre Israël pendant plus d'un mois. C'est avec un certain succès. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Et puis, je dirais que jusqu'à 2001, c'est l'architerroriste qui a causé le plus de morts aux Américains. On a mentionné les Français d'abord, mais c'est le Drakkar, c'est lui. Ouais. Les quartiers généraux du Marines à Beyrouth, c'est lui l'ambassade américaine à Beyrouth, c'est lui Israël, tir 1, tir 2, c'est lui. Donc il avait beaucoup sur sa conscience. Et le fait d'avoir tué Mournier a tout simplement une influence directe sur la capacité opérationnelle de Hezbollah. C'est-à-dire qu'il n'a pas été remplacé aujourd'hui encore, selon vous ? Badreddin, son gendre, c'est son beau-frère, je m'excuse, son beau-frère, parce qu'il était marié à sa femme, à sa sœur. Donc, lui n'a pas pu remplacer Mournier dans ses fonctions opérationnelles. Hezbollah a essayé depuis de faire beaucoup d'attentats. L'an dernier, c'était en Thaïlande, à Chypre. Donc il continue quand même à chercher... On continue, mais simplement, ce n'est plus la même ampleur, ce n'est plus la même qualité que Mournier, à l'époque, avait prôné. Vous êtes d'accord ? Vous pensez que le Hezbollah ne s'est pas remis de la perte de ce... Tout à fait d'accord. C'est donc, comme on a dit tous les deux, voilà, c'était une cible de choix. Les cibles ne manquent pas. Mais de temps en temps, il y a une seule personne qui détient des pouvoirs et des capacités qui justifie sa suppression, son élimination d'urgence par rapport effectivement à son gendre qui est beaucoup moins efficace, qui j'espère quand même connaîtra le sang de son beau-père. De toute façon, il est certain, depuis l'attentat, les services de renseignement de Hezbollah ont été maniés, remaniés et encore remaniés. Et tout cela pour essayer de retrouver la source. La source. Donc, Hezbollah a perdu beaucoup, je dirais, de sa capacité. Et de ce fait-là, les Iraniens sont rentrés dans ces services pour remplacer, je dirais, la capacité opérationnelle qui avait été coupée par la mort de Mournier. Puis on voit qu'aujourd'hui, le Hezbollah est devenu aussi lui-même une cible, en tout cas d'attentats. Donc c'est aussi, à votre avis, la conséquence de cette élimination-là ? Non, ça c'est autre chose. Pour compléter ce que Jacques Nerien a dit... l'un des avantages de frapper une figure comme Mournier, c'est que ça crée d'une part une panique, et les gens doivent se cacher pendant un certain temps, et le regroupement est très difficile, souvent très facile à suivre, en plus il y a des mouvements, les gens doivent se regrouper, il est difficile de reconstruire. Maintenant, le fait que le Hezbollah est aujourd'hui la cible d'autres organisations terroristes, ça c'est autre chose. Je pense que ça on pourra peut-être le voir vendredi, parce qu'il ne faut pas oublier que, bien que ce soit aujourd'hui l'anniversaire joyeux donc de la suppression de Mournier, c'est vendredi que Nasser Nasrallah a décidé de faire une commémoration où il joint à Mournier deux autres chefs terroristes qui ont été assassinés par le passé.
ce vendredi-là, effectivement, il y a des possibilités. Aujourd'hui, au Liban, l'armée libanaise a réussi à capturer 4 missiles qui étaient destinés à faire un attentat à Beyrouth lors des cérémonies de Nasser Nasrallah. Donc je pense que peut-être vendredi, on verra si les ennemis du Hezbollah sont capables de gâcher la cérémonie commémorative. Alors, remarquez, je dirais sur ce point-là, je n'attendrai pas vendredi pour dire la chose suivante, c'est que le fait d'avoir pu amener une voiture piégée juste à la porte de la résidence de l'ambassadeur iranien à Beyrouth, ou de faire exploser pendant 4 engins ont explosé à Beyrouth en moins de 2 mois, dans le fief, je dirais, dans le bastion de Hezbollah. Si Mournier était là, ça ne serait jamais passé. Donc il y a bien eu un affaiblissement conséquent du Hezbollah. Alors je voudrais qu'on dise un mot, parce que ça c'était une autre information, en tout cas quelque chose qui n'était pas connu jusqu'ici, me semble-t-il, dont a parlé Roger Hawk tout à l'heure. Il parlait de Ron Arad, à qui on impute également, enfin dont Mournier, semble-t-il aussi, s'est occupé, dont on n'a jamais pu établir vraiment ce qu'il était advenu de cet aviateur israélien. Pour Roger Hawk, il a été détenu à Beyrouth, dans la cave de l'ambassade d'Iran, avant d'être transféré en Iran, où ensuite on perdrait sa trace. Est-ce que ça vous semble être plausible comme scénario ? De ce que je sais, à l'époque, puisque à l'époque j'étais dans ces environs-là, de ma carrière, je ne dis pas physiquement là-bas, je ne suis pas au courant du fait que Ron Arad a été envoyé en Iran. Autant que je sache, Ron Arad est resté au Liban, mais détenu par les gardes révolutionnaires iraniens. Effectivement, Amal avait vendu pour $250 000 Ron Arad pour les gardes révolutionnaires iraniens. Je ne pense pas que les Iraniens, nous n'avons pas d'informations là-dessus, qu'il a été, enfin il y a eu certaines sources qui n'ont jamais été corroborées, que Ron Arad, soi-disant, a été en Iran. Il n'a jamais été en Iran. Bon, selon vous, il n'a jamais été en Iran, votre avis aussi, Rafi Charazani, là-dessus ? Je n'ai pas d'avis. Je m'incline devant les connaissances de Jacques Derrida que je n'ai pas. Je pense qu'il faut se méfier. Je crois on peut comparer ça très très simplement aux enquêtes policières où 25 témoins arrivent pour le même meurtre et ont vu 25 choses différentes. Il faut se méfier de toutes ces pistes et surtout de cette personne dont vous parlez qui me paraît avoir beaucoup de connaissances plus que tout le monde. Et surtout qui était lui-même dans une géologie. Qui était lui-même enfermé, oui. Presque un an enfermé, mais qui après... Enfin, qui a été ambassadeur, qui a quand même des contacts certainement avec, puisqu'il était journaliste d'investigation à Beyrouth pendant longtemps. Oui, ce qui devrait normalement. Regardez ce qui s'est passé à Gaza avec notre soldat, mais il était là-bas pendant 5 ans et personne ne savait exactement ce qu'il était. Donc, alors prétendre que c'était soi-disant la cave de l'ambassade iranienne, il faut savoir, je dirais, avoir des connaissances très poussées et très pointues. Vous pensez qu'on saura un jour ce qui est arrivé à Ron Arad ? Est-ce qu'on tente de négocier encore aujourd'hui, peut-être ? Hezbollah a donné un rapport là-dessus. Et je pense que plus que cela, Hezbollah n'a pas d'autres renseignements. Je pense que c'est une énigme qui sera peut-être un jour élucidée. Je ne pourrais pas vous le dire. Je sais que dans certaines versions que je ne peux pas naturellement vous dévoiler pour l'instant, on parle d'un sort différent de Ron Arad au Liban, qui a disparu. Et là, naturellement, je dirais que peut-être... Aucune chance qu'il soit vivant aujourd'hui ? À mon avis, non. À mon avis, non. Je sais que j'étais avec M. Loubrani à amener la première lettre de Ron Arad. La première lettre de Ron Arad à sa famille a été remise à M. Loubrani, j'étais avec lui, j'ai pris la lettre. Et le fait, c'était la première fois que je prenais connaissance d'un prénom israélien pour une fille qui s'appelait Yuval. Généralement, Yuval, c'est un nom de garçon. Et de cette façon-là, j'avais compris que c'était une lettre authentique. Parce que sa fille, effectivement s'appelait Yuval. Et puis, on a reçu ensuite cette photo-là que vous voyez là. Elle a été remise à M. Loubrani. C'est avec un sweatshirt américain, tout ça. Et puis, c'était la dernière fois qu'on avait reçu un signe de vie de Ron Arad. Bon, on verra si peut-être un jour on arrive à connaître la vérité. En tout cas, c'était le 6e anniversaire de l'assassinat, l'élimination d'Imad Mournier aujourd'hui. Donc c'était à Damas,
un soir, donc presque à la même heure, en 2008. Merci Raphaël Jérusalemi, merci Jacques Neria pour vos expertises. Nouveau journal à venir.